J'aimerais avoir votre avis, Bernard Farge, sur les principaux points de vigilance sur lesquels, selon vous, dans les périodes qui s'ouvrent, de discussion de la PAC 2020, on va se centrer sur cette question-là, il faut être absolument intransigeant. Alors, nous avons plusieurs points sur lesquels il faut être intransigeant, mais intransigeant parce que, là je représente la filière viticole, donc bien je sûr, parlais pour la filière viticole et ce que représente le vin en Europe. Et le vin en Europe et les indications géographiques ont un poids considérable dans le vin en Europe. Il n'y aurait pas le vin tel que l'on connaît en Europe s'il n'y avait pas les indications géographiques, et ça ne date pas de la précédente PAC. C'est 60% des volumes qui sont sous signe de qualité qui sont en Europe, en vin. C'est 80% de la valeur, et c'est plus de 16 milliards d'euros d'exportation. Donc c'est une filière qui pèse fort parce qu'elle repose sur les indications géographiques. Oui. C'est la valorisation qui est liée aux indications géographiques. Elle pèse fort aussi parce qu'elle a plusieurs outils qui lui sont très utiles, des aides spécifiques, tout à l'heure ça a été dit sur la première partie, aides spécifiques en viticulture qui ne sont pas des aides à l'hectare, qui sont des aides sur la promotion. Sur la promotion, on vient d'en parler à l'instant, tout à fait, avec des sujets actuels qui nous posent problème sur l'utilisation de ces fonds pour la promotion de pays tiers. Et puis un outil de gestion du potentiel de production. Nous sommes la seule filière aujourd'hui, la dernière filière à avoir un outil de gestion du potentiel de production. On s'est battu pour le réintroduire, il avait disparu. Donc nous souhaitons, après cette grande bataille pour réintroduire ce dispositif de gestion du potentiel de production, évidemment, continuer à le maintenir, mais il n'y a pas d'enjeu jusqu'en 2030, mais on commence à penser pour la suite. Pour la suite. On doit maintenir et montrer et prouver que c'est un outil efficace. Il l'est. Il évite les dérives que l'on peut voir dans notre filière. Et cette organisation a fait ses preuves. Elle le montre, elle a fait ses preuves. Il y a d'autres filières agricoles qui sont plus en difficulté que la viticulture aujourd'hui, même s'il y a des écarts entre les zones viticoles et les pays, bien sûr. Pour autant, nous avons aussi un dispositif qui est un peu particulier. Nous avons la politique de qualité, qui est dans le même règlement que la politique viticole. Nous tenons à garder ces deux outils dans la même OCM unique et dans le même règlement, le 1308-2013. C'est important pour nous parce que lorsqu'on parle de commercialisation, lorsqu'on parle d'outils œnologiques et de pratiques œnologiques, tout est lié. Donc avoir l'ensemble des discussions sur le même texte est extrêmement important. Nous souhaitons aussi garder des outils spécifiques de promotion, de budget d'investissement et pas des aides à l'hectare, comme je l'ai dit. Donc des aides à la restructuration du vignoble, à la promotion pays tiers et des aides aux investissements. Donc ce sont une approche différente des budgets européens, mais qui sont beaucoup plus sur un choix de dynamique en entreprise que sur des aides hectares, avec une logique qui est différente sur notre filière. On voit d'ailleurs que ça a été dit tout à l'heure, que notre filière s'intéresse à ce type de fonctionnement. Absolument. Il fait ses preuves en viticulture et donc nous tenons réellement à le garder. Autre enjeu, simplification, un mot qui est là, constant aussi dans toutes nos organisations, bien sûr, mais là aussi. Alors, la part, en effet, de ce que représentent les signes de qualité dans votre filière est très importante. Je vais passer la parole à François Laffitte sans plus tarder, parce que chez vous, du côté des fruits, en particulier des fruits et légumes, on n'est pas évidemment dans les mêmes proportions. On va commencer à poser quelques chiffres, peut-être sur ce que ça représente au niveau de la filière, au niveau des volumes. Oui, c'est une filière qui n'a pas tout à fait le même parcours que la viticulture et qui est une filière très diversifiée de par ses produits, déjà, puisqu'on a au moins une soixantaine de fruits et légumes très différents les uns des autres. Donc on est là dans un monde très diversifié, dans un monde qui est du frais, et du monde du transformé, mais le frais est dominant en termes de chiffre d'affaires. Et en Europe, les fruits et légumes représentent à peu près 15% de la valeur agricole, donc c'est quand même un chiffre d'affaires important. Avec une particularité, c'est que la filière fruits et légumes est très peu aidée au niveau européen, puisque le budget européen alloué aux fruits et légumes, c'est tout juste 3% du budget agricole. Et donc on voit bien qu'on est sur une filière qui a été d'abord avant tout historiquement une filière très diversifiée, très proche du territoire, avec souvent beaucoup de circuits courts, puisque les maraîchers de ceinture verte, c'était et c'est toujours une réalité, avec aussi une filière qui a vécu beaucoup de massification, c'est-à-dire que l'organisation commune des marchés, au niveau européen, mais au niveau mondial aussi d'ailleurs, a amené à ce que la production des fruits et légumes se fasse et cherche à être de plus en plus massifiée pour des prix de plus en plus bas.
Et cette logique a été relativement forte, notamment en Europe, pour des grands produits tels que citrus, alors orange bien sûr, la banane qui est connue au niveau mondial, la pomme qui est un très grand produit européen puisqu'on a 14 millions de tonnes de production en Europe aujourd'hui, dont un grand pays nouveau qui est la Pologne par exemple. Quand on parle de massification, on voit là les résultats en 15 ans d'un pays qui était quasiment absent en termes de statistiques et qui s'est retrouvé être le deuxième pays, voire le premier pays producteur de pommes aujourd'hui en Europe. Et donc on voit bien que les contextes de concurrence sont très exacerbés par à la fois des dimensions sur certains produits d'une dimension mondiale, hein, c'est-à-dire un produit avec un cours mondial et une transaction, voire de diversification de vente à l'étranger, voire pays tiers. Et en corollaire, on a des produits très typés qui, eux, par contre, ont bénéficié d'une réalité locale et qui se sont parfois aussi investis dans des signes de qualité, et c'est des signes d'origine. Et on a toute une série de produits. Je ne dirais pas que la France a été peut-être les plus dynamiques sur ces sujets-là, mais je pense à l'Italie notamment, qui a été très dynamique sur la mise en avant de ses légumes, de ses fruits, sur les signes de qualité. Je crois que c'est le pays d'Europe qui a le plus misé sur les signes de qualité. Les Français ont suivi derrière, bien sûr, les Espagnols aussi. Bref, on est aujourd'hui en fait une filière, à la différence de la viticulture, qui aujourd'hui cherche à s'investir dans les fruits et légumes et dans les signes de qualité, c'est-à-dire on cherche à sortir de la massification pour aller vers de la segmentation et vers de la spécialisation. La grande distribution ne veut pas que l'origine et voire le producteur soient identifiés sur le produit. On a réussi par la législation, notamment en France, à obliger à ce que origine France, origine de pays soit indiquée obligatoirement sur l'ardoisine en même temps que le prix, mais ça a été une législation qui a obligé les distributeurs à le faire au détail. Et on voit bien que le bras de fer à la grande distribution a été très dur. Et aujourd'hui, par contre, on construit une logique avec eux qui est dans l'esprit de dire allons plus vers une identification qui va jusqu'au consommateur, parce que le consommateur a besoin d'être rassuré sur l'origine des produits. Et à ce niveau-là, effectivement, les signes de qualité sont un élément qui nous permettent ou qui nous permettront justement d'asseoir cette réassurance. Là, on parle côté consommateur, mais vous avez également beaucoup de défis côté production à relever en ce sens. Alors, conjointement à cette problématique de marché et de consommateurs, on a un problème de producteurs qui n'ont pas su, si j'ose dire, comme en viticulture, investir dans effectivement les signes de qualité. Parce que, et le mot investir est très important, hein, oui, c'est vraiment ce qui s'est passé dans votre domaine, bien sûr. Un investissement oui. humain, on va commencer par le début, un investissement d'organisation, un investissement financier aussi. Parce que l'investissement dans les signes, c'est d'abord une discipline. Donc la discipline chez les agriculteurs, elle est forcément comprise, mais elle n'est pas forcément toujours acceptée. Et donc l'obligation de discipline et de coordination et d'organisation des producteurs pour mettre en commun des moyens pour mettre en avant leurs produits et voir construire la réglementation de leurs produits, c'est-à-dire leur ODG, leur signe de qualité, c'est un effort collectif et il faut relativement avouer que dans les fruits et légumes, les professionnels ne se sont pas forcément toujours investis comme ils se devaient. Alors on parlera du soutien d'ailleurs à ce type d'investissement qu'il pourrait y avoir dans les mois ou dans les années à venir. Avant cela, Claude Vermaux-de-Roche, un mot vous concernant. Vous êtes à la fois le président du comité interprofessionnel de gestion du comté, je le disais, mais vous avez également une double et donc même une triple casquette puisque vous êtes le président d'Origine France et d'Origine Monde. Alors, avec ces casquettes-là, principalement, comment est-ce que vous voyez l'évolution des organisations de marché dans les années à venir? Est-ce que vous qui êtes sensible évidemment à la promotion, extrêmement sensible à la promotion des signes, des SICO et autres, comment vous voyez l'évolution de l'organisation des marchés? Alors, je la mesure déjà par rapport à ma filière, ce que je présente, puisque toute ma carrière, j'ai fait dans la filière comté. Je parle de filière, de produits de qualité, mais de filière. Parce que je vous entends. C'est vrai que c'est un territoire avec des gens qui y travaillent, que ce soit en production, en transformation et en vente. Et c'est cette notion de produits de qualité et de filière. Ça, c'est la première notion. La deuxième chose que je relève, c'est l'expérience assez particulière de notre filière comté, qui est celle d'avoir bénéficié, avant l'évolution que le fameux mini-paquet avait permis d'avoir des plans de régulation de l'offre,
la filière comté bénéficiait, avec 2 autres produits, enfin les pâtes précipitées en France, ce qu'on appelait d'un plan de campagne, c'est-à-dire d'une maîtrise des volumes à mettre en marché. Donc c'était parce que nous lorgnions, nous regardions, nous observions ce qui se faisait dans la filière viticole, et le fait de penser que défendre le consommateur, c'est de faire le maximum de volume pour faire écraser les prix, c'est le seul système qui anéantit la qualité. Et ça, je crois que l'évolution européenne, on est en train de se rendre compte, et les frémissements à travers les demandes de la société qui disent c'est plus la garantie de manger, c'est pas la garantie de prix à bas coût, c'est qu'est-ce qu'on mange et à quel prix, et si on achetait mieux. Donc, je crois que les maîtrises, ce début de réflexion, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous, on peut dire que notre filière, elle a pu, parce qu'elle a maîtrisé ses volumes, en 30 ans, doubler sa production. Alors que si ce volume potentiel était arrivé sur le marché en 2 ou 3 ans, bah, on n'existerait pas. Je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, c'est déjà pour tordre le cou au fait qu'on a toujours vu, et c'est bien ce dilemme que nous avons au niveau européen et français, toujours ces bagarres permanentes entre un règlement omnibus qui se dit ça serait intéressant que les gens aient des outils d'observation du marché, des outils pour avoir des observatoires sur les prix. Et ce fameux droit de la concurrence qui dit mais attention, ça c'est pas compatible avec le droit. Et on sent bien et que ces deux choses se percutent, ne sont pas capables d'évoluer ensemble. Enfin, ne sont pas capables. Tous les espoirs sont permis. Et c'est justement ces frémissements de dire aujourd'hui, il faut que les gens soient capables de savoir quelle est la hauteur du marché, quel est son prix. Et demain, c'est est-ce qu'on est capable, si on veut quelque chose de qualité, d'avoir une observation sur comment sont rémunérés, comment est répartie la valeur ajoutée. Ça, sans casser la dynamique et sans retomber dans un esprit de cartel. Et c'est bien ce challenge. Alors, on touche du doigt, on bouge, mais on est encore loin d'avoir quelque chose de... Enfin, on est sur la bonne voie, voilà comme je le vois. Bernard Farge, vous partagez l'avis que, mine de rien, on est sur la bonne voie, parce qu'on l'a bien entendu au travers de ces précédents témoignages, la filière viticole a quelque part une longueur d'avance sur ces questions-là. Oui, une longueur d'avance, mais qui est facilement... oui, atteignable. Hein, l'idée de ne pas faire la course tout seul en tête. Ce que dit Claude ne fait que confirmer que la filière viticole a eu raison de se battre pour introduire un outil de régulation. On en est convaincu et c'est indispensable, et je ne fais que reprendre ce qu'a dit Claude, et je partage évidemment à 100% tout ce qu'il a dit. Mais pour garder cette avance, il faut que l'on trouve les outils d'adaptation face aux défis qui ont été dit tout à l'heure, le défi environnemental, le défi changement climatique, qui nous percute. Ici, on vendange 10 jours plus tôt, 15 jours plus tôt qu'il y a 20 ans, et c'est partout pareil ailleurs, avec des zones dans le sud de la France où le problème de l'eau et l'accès à l'eau est un nouveau problème qui se connaissait que difficilement, à peine connu dans les AOC, davantage connu ailleurs. Donc ce sont des sujets qui sont là. Nous ne sommes plus en train d'imaginer comment les voir arriver, ils sont là. Donc nous devons nous adapter, nous devons adapter nos AOC, nous devons adapter les outils qui permettent de répondre à ces évolutions qui sont brutales. Et si nous ne nous adaptons pas, ce sont des filières économiques et des compétitivités économiques de l'Europe, la compétitivité économique de l'Europe qui s'en ressentira évidemment. Jean-Paul Denano, un commentaire sur ce qui vient d'être dit, et notamment sur cette opposition, oui, parce qu'on parle d'opposition, hein, quelque part, en tout cas sur ce modèle qui paraît difficile de rendre compatible à tout instant, et dont pourtant on voit bien qu'il y a une nécessité à organiser dans le temps les choses de façon très concrète dans les filières. Oui, ça me paraît très clair. Bon, moi, j'ai retenu de ce qui vient d'être dit 2 mots, régulation, orientation. C'est vrai que la question de la régulation est au cœur des problématiques européennes. Nous avons au Parlement beaucoup lutté pour qu'il y ait une meilleure régulation. Le meilleur exemple, c'est la crise du lait. On a voulu supprimer les quotas laitiers
Résultat des courses, il y a un certain nombre de pays qui se sont mis en ordre de bataille pour produire davantage de lait. Et donc, davantage de lait, on fait chuter les cours. Et donc, les agriculteurs, les producteurs ont été les premières victimes. Donc, l'idée de régulation me paraît tout à fait essentielle. Et c'est une idée qu'on soutient assez largement au Parlement européen, effectivement. Et c'est vrai que l'exemple de la viticulture est un exemple tout à fait remarquable. Maîtriser le potentiel de production, c'est tout à fait important. Et derrière, c'est la question de la qualité. Parce qu'effectivement, les citoyens aujourd'hui, les citoyens européens veulent savoir ce qu'ils mangent. Ils veulent savoir ce qui est bon pour leur santé. Parce qu'ils considèrent, et à juste titre, que l'alimentation est le premier des médicaments. On appelle ça d'ailleurs un alicament. Donc les citoyens européens sont très sensibles à ces questions-là. Et nous avons besoin aussi aujourd'hui de fournir davantage de qualité et de traçabilité. J'insiste aussi sur la question de la traçabilité, d'où effectivement les indications d'origine, les indications protégées de toute organisation. Je crois qu'il y a là une nécessité absolue de protéger le travail des agriculteurs, le travail de qualité des agriculteurs, et donc aussi orienter les productions agricoles. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de productions qui font défaut à l'Europe. Bon, j'étais porteur d'un rapport sur les protéines végétales. On est en train de se rendre compte aujourd'hui qu'il y a un déficit considérable en matière de protéines végétales qui risque de mettre en péril l'ensemble de l'organisation agricole, y compris l'élevage et surtout l'élevage. Parce que les pays qui nous fournissent en protéines végétales aujourd'hui sont préemptés par la Chine, qui a besoin aussi, elle, de protéines végétales, et donc qui s'assoit d'ailleurs sur les règles de l'OMC, et qui achète des terres, pas que chez nous, pas qu'en France, mais qui achète au Brésil, en Amérique du Sud, etc. Donc il y a un véritable danger, et donc l'Union européenne ferait bien de favoriser les orientations dont l'agriculture européenne a besoin. Et pour ça, effectivement, eh bien, la solution, c'est quand même les aides couplées. Je suis désolé de le rappeler, ça me paraît très important de permettre justement de conserver en tout cas les aides couplées et davantage au contraire de les mettre au service du monde agricole, faire en sorte qu'effectivement, il y ait là, pour le monde agricole, un outil qui lui permette de s'orienter et qui lui permette de se réguler. Mais pour avoir des outils de régulation au niveau, Jean-Paul Denanot, des instances de décision européennes, ça veut dire qu'il faut aller vers des discussions, vers des consensus, vers des échanges, j'allais dire au mieux de bons procédés, ou vers des négociations bi- ou plurilatérales. Est-ce que c'est pas finalement l'inverse aujourd'hui qu'on voudrait, qu'on souhaiterait dans l'absolu, dont on souhaiterait se débarrasser finalement? Les négociations sont toujours rudes, parce que derrière, il y a souvent l'aspect financier. Je pense à la crise du lait. Derrière, devant, enfin, c'est la base. Le conflit avec Philogen a été dur, a été très très dur. Et donc, il a fini par céder d'ailleurs, parce qu'il a fini par comprendre qu'il fallait réguler davantage. Et donc, la filière laitière en a profité, la filière porcine aussi. Donc, on est plutôt satisfait de cette nouvelle orientation de Philogen sur cette question-là. Mais dans la régulation, allez-y, prenez le micro, je vous en prie. Des fois on gagne, des fois on perd. Est-ce que le fait de... Non, vous ne le voyez pas comme ça? La régulation, elle est faite pour permettre le cycle gagnant-gagnant. Et Claude Vermeau le disait tout à l'heure, la politique qui a conduit à amener toujours vers le produit toujours le plus bas, parce que, soi-disant, c'est pour le bien du consommateur, et l'appauvrissement du consommateur, parce que le consommateur n'est pas que consommateur, il est aussi acteur d'un territoire et d'une économie. Et nous savons les ravages que cette politique-là a entraînés dans les différentes économies européennes pour ce qui nous concerne. Donc les discussions, la sortie de ce dogme de l'interdiction de la discussion sur le prix doit aboutir au niveau européen, au niveau français. Au niveau français, le sujet a été ouvert, et heureusement. Oui. Avec bonheur, je dirais. Je ne sais pas si ça va aller au bout. En tout cas, le sujet est ouvert. C'est avec bonheur qu'on l'a vu s'ouvrir. Voilà. C'est avec bonheur qu'on l'a vu s'ouvrir. Bon, on a encore un peu de travail. Au même moment, nous avons les fraudes qui font la DGCCRF, la Direct, et qui ils sont peut-être dans la salle, qui fait respecter un certain nombre de pratiques qui sont dans les textes aujourd'hui. Mais au moment où on parle de cette ouverture des discussions sur le prix pour le bien commun et pour la dynamique économique du consommateur et du producteur, je dirais, et des acteurs économiques, les fraudes sont à contre-temps.
On est vraiment totalement en contretemps lorsqu'on nous interdit de parler de la valeur et du prix. La valorisation du produit, c'est aussi la valorisation de l'économie, la valorisation de tous les acteurs économiques. Alors, on va prendre quelques questions de la salle pour cette première partie de table ronde. Ça permettra à celles et ceux qui veulent réagir également sur les précédentes interventions de Marc Séverac et de Ravi Vallée de s'exprimer s'ils le souhaitent. Levez la main, n'hésitez pas si vous voulez à ce moment du débat intervenir, avant que nous abordions dans quelques instants un deuxième point, un deuxième thème, puisque nous parlerons des soutiens envisagés sur les sites de qualité d'origine. Vous voulez rajouter un mot? Allez-y, François. Sur la régulation, c'est un sujet qui, en fruits et légumes, a été un sujet un peu polémique fut une époque, puisque vous saviez, il y avait des règlements européens qui géraient l'aide au retrait de produits, et qu'à un moment donné, il y avait eu une polémique sur le fait qu'il y avait une inflation de produits à retirer, puisqu'on avait même parce qu'en effet, c'était valorisé. Voilà. Les vergers s'étaient constitués que pour le retrait. Donc il y avait à un moment donné une dérive d'un système de régulation qui avait été, et l'Europe avait été vigilante sur ce sujet-là, et avait introduit une nouvelle OCM il y a 20 ans, qui se retirait complètement des systèmes de régulation, qui étaient le retrait et l'aide à l'export, pour aller vers un système de cofinancement sur de l'action. C'est-à-dire la coordination des producteurs se faisant au travers d'une OP, d'une organisation de producteurs. Les producteurs abondaient un fonds, l'Europe aussi, et ça permettait de financer l'aide à la qualité, l'aide au respect de l'environnement, l'aide à la prospection des marchés, etc. Et donc nous, dans les fruits et légumes, on a basculé il y a 20 ans d'un schéma de régulation qui n'a pas fonctionné à un schéma d'aide à l'évolution de l'organisation des producteurs. Aujourd'hui, le constat, c'est que 55% de la production française est dans des organisations de producteurs. Et ce schéma a permis quand même, pour nous, dans notre secteur, de constituer des entreprises, c'est-à-dire des OP, des organisations de producteurs, qui ont pris la préoccupation de s'accorder entre le produit à produire vis-à-vis d'un marché à développer. Et donc, on a eu forcément réussi à s'exonérer d'un problème de régulation, puisqu'on a dédié aux entreprises le soin de réguler elles-mêmes, si j'ose dire, le marché en fonction de leur capacité. C'est un sujet qu'on a toujours à la rèfle, parce que la présidente est là et elle le sait très bien. C'est un sujet qui est toujours un peu complexe, parce que les opérateurs souhaiteraient de la régulation aussi, et notamment dans des produits très sensibles frais. Parce que quand vous avez une météo qui vous fait pousser le double de volume de chou-fleur ou de poireaux ou de carottes, alors que le marché n'est pas forcément consommateur de ce double de volume qui arrive, il faut bien que quelqu'un prenne une décision de détruire le produit qui est naturellement arrivé mais qui n'a pas de preneur. Et donc l'outil de régulation, il est aujourd'hui toujours dans la réflexion des professionnels, mais non plus dans un schéma institutionnalisé public, mais dans un schéma plutôt des professionnels eux-mêmes qui peuvent ou qui chercheraient à autoréguler leur système de régulation. C'est un très complexe, notamment dans le frais. Alors l'avantage du frais, c'est vrai, peut-être vous me direz, c'est que nous, à la fin de saison, si c'est pas vendu, c'est remarqué, vous faites les comptes. On a une régulation naturelle du produit qui fait qu'on ne peut pas avoir forcément la même réflexion que mes collègues ici présents. Claude Vermont de Roche, sur cette question de la régulation. Oui, c'est quelque chose. Alors, s'il y a eu des avancées, et en France, issues des États généraux de l'alimentation, tout ce travail autour des associations d'organismes, enfin, de groupements de producteurs ou des OP, ça c'est vraiment une belle avancée. N'oublions pas qu'il existe quand même aussi des filières bien organisées en interprofession qui pour l'instant, enfin, il faudrait que ça avance au même temps, c'est-à-dire qu'on leur reconnaisse les mêmes droits qu'on est en train de réfléchir sur ces associations d'organisation de producteurs. Donc une interprofession, c'est aussi quelque chose, parce que je ne voulais pas qu'on l'oublie, c'est quand même l'ensemble d'une filière qui s'est organisée et qu'il faut vraiment, à un moment donné, leur déléguer un peu de confiance. Parce que pour l'instant, on a tellement peur qu'ils s'organisent pour créer la rareté. Alors évidemment, ça doit être condamnable. Oui. Mais je pense que là, on a vraiment peur. Ça a totalement changé aujourd'hui. Et je crois que nos administrations... Enfin, n'arrive pas à suivre cette évolution. Le rapport de force n'est plus comment on va rendre le produit rare. C'est à un moment donné, il y a vraiment des changements en matière de consommation qui sont faits. Une demande de produits de qualité, une sacrée opportunité pour les IG, mais pas que. Et je crois que
les soubresauts, enfin, les orientations de la politique agricole commune nous vont très bien. Et je pense que c'est autour de ça qu'il faut travailler. Donc, c'est cette capacité. Puis, notre société ne peut plus, dans les fruits et légumes, c'est quand même difficile, des fois de produire et puis de détruire parce que la nature était trop généreuse. Mais aujourd'hui, c'est fini. On ne peut plus se permettre de surproduire. Donc, on voit bien en production laitière, il y a des pays, c'est pied au plancher en disant on va gagner, mais c'est le monde de la production, déjà les agriculteurs, l'impact sur l'environnement, et après les entreprises de première transformation paieront la facture dans 1 ou 2 ans.